Franck Lévy, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à FinTech Fair, premier podcast financier qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Avec plaisir. Bonjour Zéna, bonjour Lorenzo. Bonjour. Merci de m'accueillir sur FinTech Fair. Je sais que c'est plaisir. une nouvelle initiative et je suis ravi d'en faire partie. Avec plaisir. Alors, en quelques mots, je m'appelle Franck Lévy, j'ai 50 ans depuis quelques mois, j'ai 2 enfants et je dirige et j'ai fondé InvestDirect. Qu'est-ce que c'est ? InvestDirect, c'est ce que je vous disais en préparant cette émission, c'est d'une simplicité biblique. En réalité, InvestDirect est une plateforme, comme je le disais dans mon préambule, qui permet à des investisseurs fortunés d'avoir accès directement, sans aucun intermédiaire, à des opportunités d'investissement dans des sociétés européennes. Qui dit européenne dit naturellement suisse, et également britannique. Des investisseurs fortunés européens qui doivent répondre évidemment à certains critères. Dites-nous-en un peu plus. C'est quoi ces critères ? Alors les critères, c'est des critères de fortune. Nous partons du principe que... alors il faudrait déjà peut-être dire ce que c'est que le private equity selon nous, parce que le private equity c'est un petit peu une expression fourre-tout. Il faudrait peut-être plutôt parler de manière générale de marché privé ou de private assets qui comprennent schématiquement 5 strates. Les 5 strates que comprennent les marchés privés ou les private assets, c'est l'investissement dans les infrastructures, donc typiquement des projets ferroviaires, des projets industriels, l'investissement dans l'immobilier de rendement, donc typiquement dans des fonds immobiliers ou dans de l'immobilier en termes de sous-jacent, l'investissement dans des sociétés qui sont à un stade de développement qui leur permet de dégager de la rentabilité. On parle de venture capital ou de growth equity. Donc, qui ne sont pas cotés. C'est toujours des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Il y a aussi le venture capital, qui est plutôt porté sur des sociétés de type technologique, à forte croissance, une maturité qui n'est pas la même que celle des sociétés qui ont déjà évolué sur leur marché. Donc en stade de développement. En stade de développement, en forte croissance, ce sont des sociétés qui sont entre le premier et le 5e tour de table. Certaines fois, on a affaire à des sociétés qui ont simplement un business plan, un projet ou une technologie, donc qui veulent se développer et cherchent des investisseurs. Et vous avez également la 5e strate des private assets, c'est la dette privée, qui est très recherchée en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, en fait, l'émission par une entreprise d'obligations qui comportent le paiement d'un intérêt. Ces obligations peuvent être remboursées au terme de l'émission, ou alors converties. On parle alors d'obligations convertibles. Donc ce sont des produits financiers qui sont émis par des sociétés européennes pour financer leur activité sans forcément entraîner de dilution. Et donc, c'est dans ce créneau que vous avez décidé de créer InvestDirect. En réalité, InvestDirect se concentre sur 3 des 5 catégories que j'ai citées à l'instant, à savoir le venture capital, donc les sociétés en forte croissance, plutôt technologiques, le growth equity, donc ce qu'on appelle communément le private equity, pour des sociétés plus matures, et la dette privée. Pourquoi vous avez choisi ces segments-là et pas les autres ? Alors, nous sommes avant tout des hommes et des femmes d'entreprise, et nous connaissons davantage l'entreprise en tant que sous-jacent plutôt que l'immobilier ou l'infrastructure. Les 3 strates des marchés privés auxquels nous nous intéressons sont des produits financiers qui sont émis par des entreprises et qui concernent des entreprises commerciales et non pas des projets industriels ou immobiliers ou des projets d'infrastructure que nous connaissons moins bien. Alors c'est une question très intéressante parce que en réalité, le secteur du private equity, pour emprunter un vocable un peu fourre-tout, mais le private equity, c'est quelque chose que tout le monde comprend parce que finalement, les marchés privés... Donc je pense qu'à l'avenir, dans ce podcast, je vais parler de private equity, même si c'est restrictif. Mais on va dire pour l'exercice que le private equity comprend la dette privée et le venture capital. Ça simplifiera pour l'audience. En réalité, le private equity rassemble un certain nombre de conflits d'intérêts. C'est un secteur
dans lequel il y a deux façons en réalité historiquement de se rémunérer. Soit vous êtes une banque d'affaires et vous êtes en quelque sorte mandaté par une société pour lever des fonds et vous facturez une commission qui est basée sur le montant des fonds que vous levez pour l'entreprise en question. C'est ce qu'on appelle communément un success fee, donc une commission qui est facturée sur la base du succès de l'opération. Ça, c'est le modèle économique des banques d'affaires. Vous avez de l'autre côté du spectre le modèle économique des fonds de private equity, quel que soit le type d'entreprise dans lesquelles ils investissent. Donc, ils réunissent des investisseurs pour investir dans des sociétés. Et leur business model est assez simple. C'est en général un management fee, donc des frais de gestion. Et à la fin de l'investissement, lorsque l'investissement est réalisé, ou il y a un exit, ils partagent la plus-value et ils gardent un bout de la plus-value pour les gérants du fonds. Ce qui peut donner des surprises. C'est ce qu'on appelle le performance fee. Ça peut donner des surprises parce que je vais vous prendre un exemple assez simple et qui est réel. Il y a quelques années, j'ai un ami assez proche qui a repris la gestion d'un fonds de private equity lié à une grande école suisse. Et ce fonds avait au départ, au moment de sa levée, 13 millions sous gestion. Ce qui est, dans les canons d'aujourd'hui, très faible, mais à l'époque, on parle de 2008, c'était très important, c'était un fonds d'amorçage, donc pour des entreprises très jeunes. Le fonds a une durée de vie de 10 ans, a été rallongé de 2 ans, donc en fait, il a été dissous en 2020. Et au moment de sa dissolution, il y a eu un calcul rétrospectif ou rétroactif, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur les commissions de gestion qui ont été facturées par l'équipe sur la masse de 13 millions. En fait, on s'est aperçu que ces frais de gestion représentaient 4,5 millions. Donc en fait, la masse réellement investie dans les sociétés était plus proche de 8,5 millions que de 13. Et c'est là qu'on voit l'inefficience en réalité de ce modèle sur le long terme, c'est que la plus-value et la performance est assez fortement gommée pour les investisseurs finaux. Et c'est justement pour pallier cette absence de performance, ou en tout cas cette performance érodée, que nous avons choisi un business model par abonnement. Le business model par abonnement, il est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, nos clients, ce sont des gens fortunés. Les gens fortunés, pour faire simple, tel que le dit la FINMA, sous le vocable investisseur professionnel, ce sont des gens qui ont au minimum 2 millions de fortune nette ou 500 000 francs de fortune nette avec une expérience préalable dans ce type d'investissement. L'investissement minimum doit être de 100 000 francs au minimum et c'est un investissement qui doit s'entendre par société. Pas un investissement global où on peut investir 20 000 francs dans une société, 30 000 francs dans la suivante, etc. C'est 100 000 francs par société. L'abonnement permet de se passer des conflits d'intérêts et de donner l'intégralité de la performance à notre client. Donc, je reprends, nos clients, personnes fortunées, qu'on appelle investisseurs professionnels, qui a une fortune minimum de 2 millions et qui est susceptible de diversifier son allocation d'actifs dans le private equity pour un montant que nous, on estime entre 5 et 15% de la totalité de sa fortune. Donc, certes, oui, c'est un montant qui est faible pour un investissement d'1 million, par exemple, qui est assez élevé, mais qui ne doit pas dépasser 3% de la somme allouée au total par un client type. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est prévenu dès le début. Alors, on sait tout de suite à quelle sauce on va être mangé, voilà. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de coût caché. Il y a des coûts optionnels sur lesquels je reviendrai plus tard, mais qui sont très faibles au regard de l'abonnement et qui sont là pour protéger l'investisseur d'un investissement hasardeux. Cette transparence que vous avez mis en avant sur votre site, je pense que c'est un sujet qui est très apprécié. De savoir directement, surtout dans le domaine de la finance, à quoi s'attendre, surtout au niveau des coûts. Alors, la finance est, je dirais, empêtrée dans des conflits d'intérêts terribles, dans des structures de rémunération à plusieurs étages. Et c'est exactement à l'encontre de ça qu'Invest Direct s'est monté. On souhaitait
réellement une transparence totale sur les coûts d'accès à ce marché du private equity, parce qu'elle n'existe tout simplement pas. Un autre type de clients, qui sont les gérants de fortune, et en réalité, c'est une façon pour nous d'atteindre des clients fortunés, mais les gérants de fortune, les banques privées, qui sont déjà assez nombreux sur notre plateforme, puisqu'on en a déjà une quinzaine. Principalement, ce sont des gens qui vont voir une version épurée, tronquée des dossiers d'investissement pour les transmettre à leurs clients afin que ces clients s'abonnent. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple du début à la fin d'un client privé comme d'un client institutionnel pour qu'on puisse vraiment voir toutes les différentes phases qui se passent au moment où on arrive chez vous? Alors, je vais prendre comme exemple la réalisation de la première transaction sur InvestDirect, qui a eu lieu au mois d'octobre. C'est assez simple. Je rencontre un client potentiel au mois de juillet dans un événement social. Je lui parle de la plateforme. Il est assez convaincu dès le départ sur la pertinence de notre modèle. Et il se trouve que nous avons une opportunité d'investissement que nous avions sur notre plateforme à ce moment-là. Et nous le faisons se rencontrer avec le CEO de la dite société. Donc c'est très humain comme approche et c'est une partie intégrante de notre service, c'est de pouvoir rencontrer, en fait c'est de l'entrepreneur à l'entrepreneur. C'est un entrepreneur dans le domaine de la communication en France, quelqu'un qui a brillamment réussi. Il rencontre donc ce chef d'entreprise, qui est quelqu'un que je connais incidemment depuis 25 ans, dont j'ai suivi le parcours entrepreneurial, qui n'en est pas à sa première affaire. Il a déjà vendu une boîte à Microsoft. C'est quelqu'un d'assez connu en France. Ils se sont entendus comme larrons en foire. Ils ont la même passion, les jeux vidéo. Ils ont des mêmes centres d'intérêt. Et l'entente a été telle que l'investisseur, notre abonné, et l'entrepreneur se sont pour ainsi dire serrés la main tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'investisseur a pu investir l'équivalent de 10% de l'argent qui a été levé par la société en question, aux côtés et dans les mêmes termes, et c'est ça qui est notre tour de force, c'est de donner accès dans les mêmes termes, aux côtés d'investisseurs extrêmement célèbres en Europe, qui ont un pouvoir et une force de frappe beaucoup plus importants que lui, et il a pu donc investir aux côtés de ces gens-là, avec des noms extrêmement fameux. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite, mais comme on est dans le domaine de l'aérospatial, il y a notamment Thales, le groupe d'aérospatial, qui a investi dans le capital de cette société, et donc notre abonné se retrouve dans les mêmes termes aux côtés de Thales, au capital de cette société. Dans les mêmes termes, je pense que c'est important de souligner ça. Dans les mêmes termes, et il sera susceptible à un moment ou un autre de rejoindre le board de cette société s'il investit à nouveau et qu'il se renforce au capital. Et il a surtout, ce qui est incroyable, c'est que notre abonné a une relation directe avec le chef d'entreprise, avec le board, et avec finalement, il rentre dans un cercle auquel il n'aurait jamais eu accès auparavant. C'est une question qu'on aime bien poser à nos différents invités. Est-ce que vous pensez que c'est vrai quand on dit que quand on investit d'abord dans les personnes avant d'investir dans le projet? C'est une évidence. C'est pour moi une évidence. Et c'est pour cela que la façon que nous avons de sélectionner les entreprises que nous postons sur notre plateforme est avant tout humaine. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Exact, oui. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. La preuve, on a valorisé des entreprises avec très peu de chiffre d'affaires pour des milliards, voire des dizaines de milliards, alors que finalement, ni le reporting, ni les chiffres ne justifiaient de telles valorisations. C'est avant tout une histoire de femmes et d'hommes. C'est pour moi une évidence. La première impression ne trompe pas. Il faut se méfier des premières impressions, elles sont souvent les bonnes. Exact. Comment est-ce que la transaction se passe ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la transaction se passe en dehors de la vue d'InvestDirect. Pourquoi ? Au mois de mai dernier, au moment de notre soft launch, on a eu un article dans la presse italienne qui nous a appelé le Tinder du private equity. On est très content d'être appelé comme ça, parce qu'en réalité, on fait exactement ça, de la mise en relation. On se borne à la mise en relation. La structuration d'un dossier, les aspects fiscaux, juridiques, le conseil, tout ça, on s'en tient très éloigné. C'est pour cela que la mise en relation que je vous ai présentée juste à l'instant, c'est-à-dire deux entrepreneurs qui se rencontrent et qui font affaire, c'est ça qu'on veut arriver. Après,
Est-ce que l'argent vient d'une holding à Hong Kong? Est-ce que l'argent vient de la banque privée à Genève ou d'un trust dans les Caïmans? Ça nous importe peu. L'investisseur investit directement dans ce qu'on appelle la cap table, la capitalization table, c'est-à-dire le tableau qui recense les actionnaires. On appelle ça ici en Suisse le registre des actionnaires. Et il investit à tel point aux côtés du chef d'entreprise que ça ne peut se passer qu'entre eux. Donc, une fois qu'on a mis en relation l'entrepreneur et l'investisseur, l'entrepreneur et son avocat contactent l'investisseur et son avocat et la transaction se clôture entre eux, sans notre intervention. En revanche, nous avons toute une façon de faire du reporting sur chaque transaction qui fait que nous serons au courant très rapidement, à l'initiative de l'entreprise, de la concrétisation de cette transaction. Et on va pouvoir créer un portefeuille virtuel de la position de notre abonné dans le capital de la dite société sur notre plateforme. Donc vous êtes une vraie plateforme de rencontre. Absolument. On est absolument une plateforme de rencontre, comme on fait presque du dating. Les Tinder de la finance. Et Tinder du private equity. Voilà. Je dois remercier la journaliste italienne qui nous a appelés comme ça et j'ai trouvé ça tout à fait délicieux. Et approprié surtout. Complètement approprié. Ouais. En fait, la mise en relation, c'est finalement l'essentiel de la transaction, puisque c'est une histoire humaine. On n'est pas là pour investir dans un produit financier, donc par exemple dans un fonds. Vous ne trouverez jamais aucun fonds sur InvestDirect, mais vous êtes là pour rencontrer des entrepreneurs. Alors, la typologie des clients qui sont abonnés chez InvestDirect, c'est avant tout des entrepreneurs, mais il y a aussi des financiers, des gens qui, la caractéristique commune est d'avoir très bien réussi et donc d'avoir suffisamment d'argent pour se diversifier dans ce type d'investissement. On investit dans une aventure, finalement. Alors, c'est un peu moins aventureux que ce que vous voulez bien dire, parce qu'en réalité, on insiste pour sélectionner des sociétés qui ont déjà une certaine expérience, avec des gens de qualité à la tête, qui ont déjà 2 voire 3 tours de table à leur actif, qui ont déjà du chiffre d'affaires, pas toutes, mais qui ont, pour la plupart, ont déjà du chiffre d'affaires, très souvent ne font pas de bénéfices. Mais là n'est pas la question. La question, c'est au sens d'aventure entrepreneuriale, vous avez parfaitement raison. Au sens d'aventure risque, je pense que les risques sont très largement maîtrisés par notre méthode de sélection. La façon que nous avons de sélectionner les entreprises, qui se passe en 4 étapes, j'y reviendrai peut-être plus tard, fait que nous essayons de choisir une société plutôt qu'une autre pour les bonnes raisons. Alors justement, on y vient. En faisant les recherches, on s'est vraiment rendu compte que une des plus-values que vous apportez, c'est vraiment ce board, cette équipe de professionnels que vous avez avec vous qui vous aide à vraiment faire la meilleure sélection possible des entreprises. Comment ça se passe? Alors, vous avez raison, Zena, c'est tout à fait unique. Ça ne s'est jamais fait de cette manière-là. La sélection des sociétés, au terme d'un parcours du combattant, il faut bien le dire, qui comprend 4 étapes. La raison pour laquelle je me suis rapproché de ces personnes-là, c'est qu'elles ont justement un background extrêmement complémentaire au mien. Et cette équipe est complétée par un analyste. Aujourd'hui, on est fin 2022, début 2023. Nous recevons quotidiennement entre 1 et 3 opportunités d'investissement chaque jour. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons ouvert ce qu'on appelle le deal flow, c'est-à-dire qu'en fait, le flux d'opportunités d'investissement à 4 sources. Donc, il faut peut-être déjà commencer par le type de source qui nous amène les entreprises que nous voyons. Alors, il y a d'abord notre réseau. On bénéficie d'un réseau européen qui nous permet de connaître et de suivre depuis un certain nombre d'années des entreprises. On a par exemple une société, je parlais de cet entrepreneur dans le domaine spatial que je connais depuis 25 ans, mais récemment, une société nous a contactés et je la connais depuis 16 ans. Donc, je la suis depuis 16 ans. On a donc un réseau extrêmement qualitatif dans toute l'Europe, qui permet de connaître, identifier les entreprises avec le plus fort potentiel. Ça, c'est la première source de deal flow. La deuxième source, elle ne paraît pas évidente, et pourtant,
Les banques d'affaires qui sont mandatées dans le cadre, par exemple, d'une levée de fonds, viennent nous voir, spontanément ou pas. On est en train de construire un réseau et une communauté de banques d'affaires autour de nous. Ces banques d'affaires nous disent, voilà, j'ai été mandaté par la société X pour faire une levée de fonds de 15 millions. On va vous envoyer le dossier pour que vous puissiez le sélectionner et le montrer à votre communauté. Ça, c'est la deuxième source de dossiers d'investissement. La troisième source de dossiers d'investissement, c'est aussi assez surprenant, c'est les fonds de private equity. Comment fonctionne de manière très schématique un fonds de private equity ? Un fonds de private equity va voir 1000 entreprises par année, va en sélectionner pour un investissement environ 20, 25. C'est variable, mais on parle de ce type de pourcentage. Et les entreprises constituent ensuite le portefeuille du fonds de private equity en question. Eh bien, nous allons regarder ce portefeuille dans sa globalité et nous allons refaire une sélection sur ces 20-25 entreprises pour arriver à une sélection encore plus étroite. On pourra se tromper, hein. On a vocation à se tromper aussi, mais statistiquement, a priori, on se trompera moins souvent que les autres. Ça, c'est la troisième source de deal flow. Et comme nous sommes une communauté naissante, mais une communauté tout de même, la quatrième source de deal flow, on parle à des gens fortunés. Des gens fortunés sont extrêmement sollicités. Ils sont notamment sollicités par tout un tas de gens pour faire des investissements dans des PME et dans des startups. Donc ils reçoivent quotidiennement des dossiers d'investissement. Mais ils n'ont pas le temps de les trier. Ils n'ont pas le temps de les traiter. Ils n'ont souvent même pas le temps de les regarder. Et on leur dit la chose suivante. Chère communauté, envoyez-nous votre deal flow. Nous allons l'analyser pour vous, qui ne demande que ça. En réalité, ils demandent à gagner du temps. Donc si je résume, 4 sources de deal flow, c'est notre réseau, les banques d'affaires, les fonds de private equity et les abonnés eux-mêmes qui nous envoient leur deal flow privé. Vraiment cet aspect de plateforme. Un aspect communautaire. C'est un aspect communautaire qui est très important et nous avons vocation à devenir un label de qualité du private equity. On vous le souhaite. C'est tout le mal qu'on se souhaite aussi. Donc si je résume le process de sélection, 4 étapes. Vous avez l'équipe Invest Direct qui regarde le dossier et qui fait un premier tri. Typiquement, on va éliminer entre 30 et 50% des dossiers qu'on voit à ce stade-là. Ensuite, il y a une deuxième étape qui a trait à la valorisation et au terme de l'investissement. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être satisfait de la valorisation de l'entreprise ? Je vous donne un exemple. Une entreprise vient nous voir, un entrepreneur très ambitieux, il dit voilà, ma société vaut 100 millions de francs. Nous, on pense qu'elle vaut plutôt un tiers de ce montant, donc une trentaine de millions. Évidemment, c'est des sujets qui sont qui rendent les gens à fleur de peau, hein, puisqu'on parle de leur actif principal souvent, et les gens ne sont pas toujours prêts à admettre qu'ils demandent trop cher pour leur bébé. Et en réalité, on lui dit, on ne va pas pouvoir accepter cette entreprise à plus de 30 millions. Donc, si vous voulez prouver que, en effet, ça vaut plus que ce que nous, on pense que ça vaut, vous devez passer par un valorisateur indépendant. Et nous avons un partenariat avec une société luxembourgeoise qui s'appelle Apollonian, qui permet justement, pour un montant très modique, de faire une valorisation indépendante. Cela ne veut pas dire pour autant que si cette valorisation dépasse allègrement notre propre analyse, nous prendrons le dossier. C'est une façon pour l'entrepreneur de se dire « un tiers indépendant m'a dit que ça valait tant ». Dans la mesure où la société est présélectionnée à ce stade, il y a une troisième étape. Et la troisième étape, elle est essentielle, c'est le comité d'experts que nous avons réuni. Nous avons aujourd'hui une vingtaine d'experts sectoriels qui sont soit d'anciens, soit des cadres ou des dirigeants en exercice. Vous avez également un médecin, un pharmacien, des avocats, des coachs de dirigeants d'entreprise, des gens qui sont au contact des entrepreneurs au quotidien et qui savent ce que c'est qu'une entreprise dans tel ou tel secteur. Je vous donne 2 exemples. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés quelqu'un qui s'appelle Philippe Léopold Metzger, qui est l'ancien patron de Piaget dans le monde, qui est désormais à la retraite, mais qui est très actif. Et on peut estimer qu'un dossier dans le luxe ou dans l'horlogerie sera analysé de manière extrêmement qualitative par quelqu'un comme Philippe, parce qu'il a passé 40 ans chez Richemont, et que finalement, c'est le meilleur filtre qui puisse exister pour tel ou tel entrepreneur. Et il pourra dire en quelques minutes « Ah, mais je connais cette personne, je connais sa réputation, je sais comment il travaillait chez Richemont parce que je l'ai formé, je sais que tel horloger ou telle entreprise a très bonne réputation, on peut y aller. » Donc en général, les experts agissent en binôme, donnent une note à l'entreprise en question, et l'entreprise soit franchit l'étape suivante, soit est éliminée suite à l'avis des experts. Et en réalité,
on élimine un grand nombre de dossiers encore à ce stade, parce que très souvent, nous avons des sociétés qui simplement ne sont pas à même de passer la rampe. Je vous donne un exemple. Nous avons la chance d'avoir un banquier d'affaires indépendant, panel d'experts, et c'est un ancien d'une société active dans les terminaux de paiement, qui s'appelle Gemalto, et nous avons justement eu une opportunité d'investissement liée en tout cas aux terminaux de paiement. Et très rapidement, l'expérience sectorielle de cette personne lui a permis de comprendre que l'environnement concurrentiel de la dite société était beaucoup trop intense pour que la société qui est très jeune puisse faire un parcours sans faute. Et donc, on l'a éliminé. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu sur votre site, c'est cette diversité sectorielle que vous avez mis en place. D'ailleurs, Audrey Demain, on va la recevoir très prochainement. Ah, génial. J'ai bien aimé voir un coach dans le panel d'experts. Elle n'est pas la seule. Il y a également Chloé Paillet qui est à Milan et qui est aussi assez proche de l'industrie du luxe et de la mode. Et en réalité, c'est l'aspect humain qui nous intéresse. Exact. Et ça, c'est quelque chose justement qui ressortait à travers ce choix. Et l'aspect humain est fondamental. Et c'est pas seulement financier. Mm-hmm. C'est-à-dire que oui, nous avons éliminé des sociétés parce que le management n'avait pas une motivation suffisante, parce que sa participation au capital était trop petite. C'est arrivé. On a également éliminé des entreprises parce qu'on a estimé que leur portefeuille de brevets, par exemple, n'était pas suffisamment solide. On a un pharmacien spécialiste dans les brevets dans notre panel d'experts, Jean-François Bloch. On a un médecin qui dirige la clinique de la Colline à Genève, le docteur Eric Gerstel. C'est des gens de tous horizons qui sont capables d'appréhender à peu près n'importe quel type de société. En réalité, très souvent, dans les 10 dernières années, qui ont été un peu le rush vers le private equity, avec tous les errements qu'on connaît, notamment récents, notamment sur la crypto, toute cette façon très qualitative de gérer la sélection d'un dossier, c'est pour nous la clé, parce que ça nous permet vraiment de tomber sur des entrepreneurs de qualité qui ne sont pas là qui sont là pour construire une aventure entrepreneuriale et non pas pour escroquer les investisseurs, comme ça s'est vu ces derniers mois. Finalement, vraiment cette approche analytique en 360. Oui, complètement. On a, alors si je peux être plus précis, dans ces 10 dernières années, très souvent, ce qui a beaucoup attiré le regard, c'est les entreprises de technologie. J'ai eu la chance de vivre et de traverser le dot-com crash de l'an 2000, une baisse très forte des valeurs technologiques. Et en réalité, on constate un petit peu 20 ans après ou 22 ans après que personne n'a rien appris. Mais ça, c'est le privilège du grand âge. Les entreprises technologiques ont été le focus de nombreux intervenants dans le private equity. Mais ça représente finalement, si en termes de chiffre d'affaires ou en termes de taille de secteur, qu'une portion très limitée du nombre d'entreprises de manière générale, parce qu'il faut s'intéresser aux entreprises industrielles. On a la chance en Suisse d'avoir un vivier d'entreprises, de PME extrêmement actif et qui présente un intérêt tout à fait comparable à des sociétés de technologie. Et c'est pas grave, la quatrième étape, en réalité, c'est ce qu'on appelle le Conseil des sages. Le Conseil des sages est un assemblage d'une dizaine d'entrepreneurs avec énormément d'expérience qui ont tous vendu, acheté, investi dans des sociétés. Il y a des gens avec des backgrounds extrêmement différents. Le dernier arrivé en date, c'est Guillaume Sarkozy, qui est un investisseur très expérimenté dans le monde de l'InsurTech, donc les technologies liées à la disruption dans le monde de l'assurance, mais également industriel. C'est quelqu'un qui a une expérience incroyable dans le domaine de l'investissement en seed, notamment.
Et nous allons annoncer au mois de janvier l'arrivée d'un nouveau sage dans notre conseil qui vient du domaine technologique en Suisse. C'était intéressant l'appellation Le conseil des de sages. conseil des Ah sages. oui, je pense que ça donne une... alors, on a l'impression que c'est un conseil composé uniquement de gens de plus de 70 ans. En réalité, je crois qu'il y en a un seul de plus de 70 ans. Et c'est des gens qui ont réellement à cœur l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Et ils sont là presque en guise de... Enfin, ils sont là comme des mentors. Et finalement, pour une société dans le domaine de l'assurance, d'être confronté à un Guillaume Sarkozy, c'est essentiel presque, de quelqu'un qui a une expérience très forte. Et ils ne sont pas là juste pour dire oui, non à telle ou telle opportunité d'investissement. Ils sont là pour juger de l'entreprise, de son management, de son business model au travers du prisme de leur propre expérience. Et donc, ce process en 4 étapes, si je peux le résumer, vous avez l'équipe Invest Direct, les termes et la valorisation de l'entreprise en numéro 2, en numéro 3, le comité d'experts et le conseil des sages pour finir. Et finalement, c'est là que se clôt la sélection ou la non-sélection d'une entreprise. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise se retrouve sur notre plateforme, vue par nos abonnés et nos partenaires. On a vu tout à l'heure la plus-value que vous apportez à des investisseurs, mais c'est vrai que quand on aborde cet aspect-là, je pense qu'il y a une plus-value énorme pour les entreprises. Alors que ça aboutisse ou non, c'est autre chose, mais je me demande si au début, elles ne doivent pas se dire « Ah, je viens uniquement pour avoir de l'argent », parce que c'est la plus grosse opportunité que je vais avoir. Mais finalement, comme vous dites, tous ces conseils et tous ces experts qui se réunissent pour avoir une vue aussi analytique et aussi neutre que possible vraiment sur le business, je pense que ça, c'est une énorme plus-value en soi qu'ils peuvent retirer. Vous avez parfaitement raison, Zéna. Ce process de sélection apporte énormément aux entreprises qui s'y collent, puisque en réalité, une entreprise, alors c'est vrai que ça représente un petit peu de travail supplémentaire pour se conformer à notre process, un peu de temps quand même, parce qu'il va y avoir soit des visites sur site, soit des zooms avec les experts, le sage, notre équipe, pour justement arriver à montrer le dossier d'investissement à nos abonnés. La valeur ajoutée est évidente. Même si ça n'aboutit pas. Même si ça n'aboutit pas, vous apprenez énormément de choses. En tant qu'entrepreneur, vous avez même presque une discussion sur votre business model. Il peut tout à fait arriver que le business model soit remis en question partiellement par les experts ou les sages. Pour un entrepreneur qui a, pour ainsi dire, le nez dans le guidon 24/24, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça lui permet de prendre un peu de distance par rapport à son activité opérationnelle et de bénéficier peut-être pas d'une aide, mais en tout cas d'un avis extérieur. Composé par des gens tout à fait légitimes et plus qu'expérimentés. Je pense que ça, c'est une opportunité dans une vie qu'on ne rencontre pas souvent. On l'espère. Nous avons déjà fait pas mal d'expertise et d'analyse sur des sociétés ces derniers mois. Et on a vu des entrepreneurs qui se prêtaient très facilement au jeu. On voit que vous avez un panel d'experts très riche en termes de différentes compétences. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous aimeriez avoir plus d'experts ? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous ne pouvez pas encore peut-être accepter des entreprises parce que vous n'avez pas justement suffisamment d'experts dans un domaine en particulier ? Alors, c'est très intéressant comme question. On a essayé, lorsqu'on a constitué ce panel d'experts, d'être les plus transversaux possibles par rapport aux différents secteurs d'activité avec lesquels on est à l'aise. Il y a des secteurs d'activité, et ce n'est pas une question de mode, dont on va rester relativement loin. Par exemple, tout ce qui est crypto, et ce n'est pas du tout parce que ce n'est plus le flavor of the day qu'on dit ça. Ça fait des mois, voire des années que je ne suis pas à l'aise avec cette industrie.
On a malgré tout un entrepreneur dans nos experts dans le domaine des crypto-monnaies, mais lui, il se débrouille très bien. Donc, on aimerait bien avoir des experts dans le domaine de l'industrie, dans le domaine peut-être de l'industrie, de tout ce qui est food, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait développer, parce qu'on croit beaucoup à ce secteur. On a également des experts et des sages qui ne sont pas sur notre site Internet et qui ponctuellement, bien qu'ils ne fassent pas partie de notre liste, de nos panels, interviennent pour nous. Au début de l'année, nous avions une société suisse dans le domaine de la nourriture bio pour enfants que nous avions présélectionnée. Nous n'avons finalement pas donné suite, mais elle avait été analysée à l'époque par l'ancien directeur de la partie alimentation infantile de Novartis. Donc, si vous voulez, c'est la personne en question, avec un autre sage, avait passé 2 heures avec la société pour décortiquer le business model, nous a plutôt dissuadé de la sélectionner, c'est ce qu'on a fait. Et est-ce que vous prenez en compte des données, par exemple les données d'impact, lorsque vous sélectionnez une entreprise? Alors, là encore, on est, je pense, encore dans le buzzword. Je ne vais peut-être pas faire que des heureux en disant ça. Je pense que l'impact, on le fait au quotidien. Ça ne doit pas être un mot qui est sur un site Internet. À défaut de privilégier les entreprises qui ont de l'impact, ce qui devrait être naturel en réalité. Une entreprise ne devrait pas se poser la question de est-ce que je mets une rubrique impact sur mon site Internet? Elle devrait tout simplement le faire. Et ça devrait être naturel. Donc je pense que c'est une donnée de base plutôt que cela reste un buzzword. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est un peu... Enfin, dans le processus de sélection, les experts vont aussi prendre ça en compte. On peut aussi... On peut l'imaginer, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est avant tout de voir s'il y a un fit entre le marché et le produit ou le service que propose l'entreprise, et que ça ne dépasse pas certaines bornes. Parce qu'en réalité, évidemment, si l'impact de la société est négatif, par exemple pour l'environnement ou pour les autres critères fixés par les Nations Unies, évidemment, ça ne va pas nous plaire. Combien de temps ça vous prend pour faire la due diligence de A à Z d'une entreprise? Et si ça prend plus ou moins de temps, pourquoi? Alors, il n'y a pas de réponse définie à cette question. En moyenne? En moyenne, je dirais que si on restreint le process et que l'entreprise est vraiment envoie ses données, envoie ses documents, est disponible, etc., ça prend entre 3 et 4 semaines. Ah, quand même. Je m'attendais à beaucoup plus. Ça peut prendre plus, mais ça dépend de la disponibilité des experts, des sages, ça dépend de la disponibilité de l'entrepreneur, qui a plutôt à cœur de développer son business plutôt que de répondre à nos questions. Il est même arrivé qu'on suive une entreprise pendant 6 mois jusqu'à ce qu'on l'élimine. Donc, ça dépend vraiment des disponibilités de chacun, de la volonté de suivre notre process par l'entreprise. Et c'est donc très variable. Donc, il n'y a pas de réponse définie à votre question. Pour clôturer cet aspect due diligence, quels sont finalement, si on peut donner ça sous forme de conseil, peut-être une entreprise qui nous entend et qui voudrait venir chez vous, quels sont les différents aspects auxquels elle doit faire attention qui sont importants pour vous dans le processus? Dans la mesure où nous avons affaire plutôt à des entreprises matures, c'est-à-dire qui ont déjà 1, 2, 3 tours de table à leur actif, même si ce n'est pas un prérequis. Les principaux critères à respecter, c'est d'être le plus transparent possible. Ça, c'est déjà une donnée essentielle. Si on sent qu'il y a une absence de transparence ou une volonté de masquer des données ou une volonté de cacher certains éléments du business ou de les tronquer, déjà, ça va plutôt nous mettre dans de mauvaises dispositions. Ça, c'est clair.
Donc on est une plateforme transparente. On en attend exactement la même chose de la part des entreprises qui viennent chez nous. Je pense que le plus important, c'est déjà d'avoir ce qu'on appelle un pitch deck ou un deck de grande qualité avec une faculté de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on pourrait le poser. Voilà. Donc après, il y a évidemment des états financiers. Mais encore une fois, on peut faire dire ce qu'on veut à des états financiers. On a reçu des spreadsheets, des feuilles de calcul Excel de plusieurs mégaoctets avec des prévisionnels financiers pour une entreprise ou même plusieurs entreprises. Et ce n'est pas ça qui nous impressionne. On a vu passer quelques dossiers dans notre vie. On a heureusement créé quelques automatismes. Et ce n'est pas là-dessus uniquement qu'on se fonde. La société qui vient chez nous doit être prête à être analysée, à ce qu'on lui pose des questions parfois gênantes, des questions qui fâchent. C'est normal pour un entrepreneur de savoir y répondre. Et s'il ne sait pas y répondre, il le dit honnêtement. Il dit voilà, je n'ai pas la réponse à votre question, je vais revenir vers vous. Je vais consulter mes équipes et vous donner plus d'infos dans les prochains jours. Quand on vous entend parler de votre business model, c'est vraiment génial, vous avez énormément de plus-value. Et on se demande quels sont les challenges que vous avez pu rencontrer pour mettre tout ça en place et quels sont peut-être les challenges que vous rencontrez aujourd'hui. On arrive difficilement à imaginer qu'une entreprise aussi innovante et qui ajoute autant de plus-value rencontre des challenges, mais vous en avez très certainement comme tout le monde. Tous les entrepreneurs rencontrent des challenges, sinon ce ne serait pas drôle. Voilà. Ça, je pense que c'est clair. Vous savez, le challenge et comment dire, les obstacles sont constitutifs de l'histoire de vie d'une entreprise. Donc, si on n'a pas de challenge, si c'est trop simple, c'est presque même plus tellement amusant. Donc, évidemment, on a des challenges. On a des challenges qui étaient au début de créer notre marque, de se faire accepter et de montrer que nous avions ce qu'on appelle des USP, des Unique Selling Proposal, vraiment des points, des plus-values uniques qui font que nous sommes l'écosystème de référence du private equity pour tout un tas d'acteurs, tout à fait neutres, tout à fait transparents. Les challenges principaux aujourd'hui, je dirais que nous n'avons pas suffisamment de dossiers qui ont été réalisés, donc ça va venir avec le temps. Et le challenge aujourd'hui, un autre challenge peut-être, ce serait de dire à des abonnés, venez chez nous, c'est pas pire qu'ailleurs, c'est plutôt même mieux, et on a une vraie diversité d'offres dans les dossiers qu'on propose. Et quels sont vos objectifs pour le futur ? Nous allons mettre en place un certain nombre de services. Ce sont des services qui ont trait à la sélection des dossiers et qui ont trait à la publication d'informations pour les entreprises qui viennent chez nous. Tout d'abord, nous allons très rapidement mettre en place une offre optionnelle de due diligence pour nos abonnés. Ça veut dire qu'à partir du moment où un entrepreneur va rencontrer un de nos abonnés, que cet abonné va se positionner pour une offre d'intérêt, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Donc, il poste sur notre plateforme une offre d'intérêt pour telle entreprise, tel montant. Il va avoir la possibilité, cet abonné, d'avoir recours à des services de due diligence externes avec des partenaires qu'on est en train de mettre en place. Par exemple, une due diligence financière, une due diligence légale sur les documents principaux de la société, ceux qu'elle poste sur notre plateforme. Je vous donne un exemple. Le pacte d'actionnaires proposé doit être révisé, en tout cas relu, par un avocat. Donc, nous sommes en train de mettre en place une offre qui permet à n'importe quel
n'importe lequel de nos abonnés d'avoir recours à ce cabinet d'avocats, qui est assez prestigieux, pour faire une revue limitée des documents proposés par l'entreprise.